Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Célébration de la journée de l'enfant africain, les enfants du Mali ont été célébrés aujourd'hui. Le président de la République s'engage pour la promotion de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Justice, prévention et réconciliation pour filles mineures et d'autres personnes affectées par la crise. Le Canada a contribué à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Canada signent le protocole d'accord. Le secteur menuiserie reprend de plus belle sa place dans la cité des Askia. Les artisans menuisiers ébénistes sont très visibles et proposent des produits de très bonne qualité. Notre équipe de Gao est passée les voir. Mardi 30 juin, 13e jour du mois béni de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Commémoration de la journée de l'enfant africain. C'était ce matin sous la présidence du président de la République. Le thème retenu pour cette édition est 25 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Accélérons les efforts collectifs pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique. Le moment a été choisi par les enfants pour dénoncer les cas de violation de certains de leurs droits fondamentaux, mais aussi de faire le bilan du parcours. Nyanya Aliou Traoré était présente. C'est l'enfant d'aujourd'hui qui sera l'adulte de demain. C'est fort de cette vérité que les enfants du Mali prennent à main leur avenir en attirant l'attention des autorités, de la société civile et surtout des parents de ce qui est bon pour eux. Les enfants disent par exemple un grand non au mariage précoce qui compromet leur développement. Le mariage précoce ne constitue pas seulement une violation des droits de l'enfant. Le mariage ne constitue pas une violation des droits de filles aussi, de choisir avec qui et quand elles vont se marier. Cette pratique met aussi la vie de celles-ci en danger. Violence, grossesse précoce, décès de la mère ou invalidité et infection au VIH-Sida. Oui, le mariage précoce a été dénoncé tout au long de cette 25e édition de la Journée de l'enfant africain. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ne sont pas du tout reluisants. En effet, au Mali, 20% des filles se marient avant l'âge de 15 et 50% avant l'âge de 18 ans, selon la dernière enquête démographique de santé de Mali. À 16 ans, presque 7% des filles sont enceintes de leur premier enfant et à 19 ans, presque 60% sont déjà mères. De nombreuses autres études indiquent à souhait que le phénomène entraîne la non-scolarisation des jeunes filles ou détériore les rapports sociaux en cas d'échec. Alors, comment réussir ce combat? Sur quoi se fonder pour le réussir ont été les questions posées par le président de la COMAD, Djadje Tekiti. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille salue déjà une avancée significative dans la lutte engagée contre la pratique. 25 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, accélérons les efforts collectifs pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique. Le choix de ce thème évocateur vient renouveler l'engagement jamais démenti des dirigeants africains à garantir un développement harmonieux et épanouissement à nos enfants qui constituent la force et le devenir de notre riche continent. Aussi voudrais-je lancer un cri de cœur à tous les acteurs sociaux en vue de mener une réflexion approfondie sur la question du mariage précoce à travers une feuille de route.
Les mariages forcés, vous l'avez dit, ne sont pas que le fait de nos sociétés dans ces cas-là, mais également de ces forces d'armée qui, on l'a vu avec Boko Haram, pratiquent des mariages groupés de très très jeunes enfants. Quel crime insondable. Ni le corps, la préparation mentale n'ont été là pour que ces corps fragiles, frêles, soient soumis à de telles épreuves. Donc le résultat a été très souvent dépeint par le grand griot. Et ce sont les fistules obstétricales qui, dans ce pays, comme dans certains pays voisins, causent des drames insondables. De jeunes vies amputées, de jeunes vies mises hors société, hors jeu, parce que, odeur insupportable, ces jeunes êtres sont désormais rejetés par ceux-là même qui les ont conduits dans cette tragédie. C'est criminel simplement, c'est criminel. Il n'y a pas d'autre mot. Le rire, dit-on, sert de tremplin agréable à faire passer des messages importants. Le Parlement des enfants a justement choisi ce canal de communication à travers un sketch situant la responsabilité de tous et de chacun, notamment les autorités, les parents et les griots. Bref, toute la chaîne de mariage a été prise en grippe par les enfants pour que cesse enfin ce désastre qu'est le mariage précoce. Célébration de la journée de l'enfant, le président de la République a mis un accent particulier sur l'éducation en invitant les enfants à plus d'abnégation pour être de bons relais dans le développement du continent en général et du Mali en particulier. Si le temps le permet, nous serons à mesure de vous proposer cet autre pan de cette célébration au cours de ce journal avec Nyanya Aliou Traoré. Le Premier ministre, chef du gouvernement, lui est à Abidjan. Le groupe des leaders ouest-africains est né à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a été lancé par le Premier ministre ivoirien en présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Le Premier ministre, je vous le disais, le Premier ministre chef du gouvernement, Modibo Keïta, et 3 de ses homologues africains, en plus du vice-président du Nigeria et certains anciens présidents, étaient les invités spéciaux de cet événement qui a regroupé une centaine d'experts africains du secteur énergétique. Le groupe sera le point focal des actions qui mèneront à mieux organiser le secteur et il s'appuiera sur le partenariat public-privé. Et encore une fois, si le temps nous le permet, nous vous proposerons le récit de nos envoyés spéciaux Abidjan, Sirabachili, Etchidji et Camara. Mais déjà, on est à mesure de vous dire, juste après le lancement du groupe des leaders africains de l'énergie, les premiers ministres maliens, nigérians, béninois, togolais, ainsi que les anciens présidents du Nigeria et du Ghana ont animé une table ronde sur les opportunités qui s'offrent à l'Afrique pour développer son secteur énergétique. Le Premier ministre Modibo Keïta a rappelé l'exemple de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve, pour montrer l'intérêt de l'intégration dans ce genre d'initiative. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Sirabachili et Tchédje Camara. Pour notre part, Monsieur le Premier ministre, nous considérons que c'est un départ qui doit être impulsé pour capitaliser déjà les acquis. Car vous savez, dans nos pays, il nous est très facile de nous laisser fasciner par les effets, mais il nous est particulièrement difficile de cerner les causes. Et tant que les causes ne sont pas cernées et traitées, les effets demeurent de façon irréversible. Aujourd'hui, nous souffrons de ce qu'on peut appeler un mal-développement. Mais l'une des raisons de l'importance de ces assises, c'est de permettre de résoudre le problème du développement. Monsieur le Premier ministre, vous savez que depuis les premières années de l'indépendance, le Mali
qui dispose d'un vaste territoire, dont presque les 2/3 sont occupés par le désert, donc ensoleillé, avait pris conscience de la nécessité de s'associer à d'autres pays pour apporter des réponses pertinentes aux besoins énergétiques. C'est pour cette raison, et précisément pour cette raison, que le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée se sont associés pour mettre en œuvre un vaste projet intégrateur que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Cet immense projet qui poursuivait 3 objectifs, à savoir la production de l'énergie, à savoir la production de ressources hydriques pour le développement de l'agriculture, à savoir la construction du chenal navigable de Dakar jusqu'à Kayes au Mali. Alors aujourd'hui, le productible énergétique de l'OMVS, s'il n'est pas suffisant, est un exemple qui nous permet d'affirmer que la voie du salut, c'est dans l'intégration. L'autre titre phare de ce journal, le Canada qui appuie le projet Justice, Prévention et Réconciliation pour les filles mineures et toute autre personne affectée par la crise. Un montant de 9,3 milliards de nos francs sera mis à disposition à cet effet. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale et l'ambassadeur du Canada ont procédé à la signature des documents. C'était ce matin au ministère des Affaires étrangères. Et Mariam Sagara a suivi pour nous. 9,3 milliards de francs CFA sur le montant déboursé par le Canada pour venir en aide à la justice afin de prévenir et restaurer la paix et la stabilité dans notre pays. L'objectif recherché est de renforcer l'accès à la justice des personnes affectées par la crise malienne, principalement les femmes, les mineurs et autres personnes faibles. La crise qu'a connue le Mali a entraîné des violations graves des droits de la personne, comme on appelle chez nous des droits de l'homme, que vous appelez chez vous, et des crimes violents à l'endroit des populations, tels que des exécutions sommaires, des actes de torture, le recrutement d'enfants soldats, des détentions arbitraires et une application subjective et abusive de la loi islamique. Le projet qu'on appelle JUPREC, financé par le Canada, propose des réponses concrètes à ces problématiques. Ce projet a été élaboré par un consortium constitué de 3 organisations canadiennes, Avocats sans frontières Canada, le Centre d'études et de coopération internationale et l'École nationale d'administration publique. Ce projet concourt également à compléter et à renforcer les acquis issus des interventions antérieures du Canada en matière de soutien à la croissance économique. La contribution du Canada va donc aider de façon efficace le Mali dans ses efforts croissants pour la justice et la réconciliation. Il me plaît de faire part de notre sentiment de profonde gratitude pour cette confiance renouvelée du gouvernement canadien dont l'accompagnement au fil des années ne s'est jamais démenti et qui témoigne de l'excellence de nos relations qui ont encore de beaux jours devant elles. Le ministre Diop, tout en souhaitant bon vent à l'ambassadeur canadien en fin de mission, a rappelé la riche coopération entre le Mali et son pays. Une coopération qui touche presque tous les domaines et est surtout marquée par la prévention des conflits et la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoul Karim Konaté, coordinateur du groupe des 4 pays co-auteurs de l'initiative en faveur du coton, Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad, CEFOR, a été reçu aujourd'hui même en audience en compagnie de son homologue du Tchad et des représentants du Bénin, du Burkina Faso, par le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, Roberto Azevedo, au siège de l'institution basée à Genève, en Suisse. Le ministre coordinateur Abdoul Karim Konaté et ses collaborateurs
collaborateurs ont eu droit à un survol complet de l'évolution des points en négociation à l'OMC par leur hôte dans la question fondamentale du coton. Le ministre Konaté a plaidé pour la cause du coton africain et sollicité l'appui du directeur général de l'OMC pour l'inscription de cette question au cœur du programme de travail post-Bali en cours d'élaboration à l'OMC. En réponse, le directeur général de l'OMC a affirmé qu'il soutient et continuera de soutenir les pays du CFOR sur cette question du coton afin de trouver une solution heureuse et efficace pour la filière. Ici à Bamako, la deuxième rencontre BCAO et l'association professionnelle des banques et établissements financiers s'est tenue ce matin au siège de la banque. Les échanges ont porté sur la mise en place du bureau d'information sur le crédit et ce bureau qui va couvrir les 8 pays membres de l'UEMOA va permettre aux banques d'avoir suffisamment d'informations sur les clients et d'accroître le niveau de financement de l'économie. Rencontre suivie par Bourama Traoré. Deuxième réunion entre la direction nationale de la BCAO et l'association professionnelle des banques et établissements financiers. Sur la table, l'opérationnalisation du bureau d'information sur les crédits, appelé les BIC. Le Mali a adopté le 29 mai dernier la loi uniforme qui est relative. Notre pays est le 4e à approuver les textes sur les 8 qui comptent l'UEMOA. Après l'adoption de la loi, nous en sommes maintenant au recueil de consentement. Les banques sont invitées à amener leurs clients à donner leur consentement. Ça n'a pas un caractère obligatoire, mais c'est souhaité. C'est souhaité non seulement dans l'intérêt de la banque, mais aussi dans l'intérêt du client. Parce qu'une fois qu'on aura réalisé que le client n'a pas d'antécédent en termes d'impayés, il peut bénéficier de taux favorables, de taux préférentiels. La banque, de son côté, sait aussi que le client qui est en face est un client qui, en tout point de vue, respecte ses obligations, ses engagements. Quand l'intérêt du bureau est bien compris par les clients, l'adhésion devient plus facile. C'est dire que toute une stratégie doit être élaborée pour relever ces défis. Donc il faut que les banques aient cette capacité d'explication, cette capacité à prouver l'intérêt pour les clients d'adhérer, n'est-ce pas, au bureau d'information sur le crédit. C'est ça le défi qui est lancé aux banques. Et ce défi, c'est aux banques de le relever. Et je pense qu'on ne pourra le faire qu'en concertation avec les différentes organisations professionnelles et les chambres consulaires. La deuxième chose que nous allons faire, c'est qu'au niveau aussi de la profession bancaire, il faut que l'ensemble des banques, regroupées au sein de la chambre professionnelle des banques, que nous puissions aussi mettre en place une démarche à l'intérieur de chaque banque, de façon à ce que l'adhésion, n'est-ce pas, au bureau d'information sur le crédit puisse rentrer dans la culture d'entreprise. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le BIC sera basé à Abidjan en Côte d'Ivoire avec des antennes dans les 7 autres pays de l'UEMOA. Une société privée est retenue pour conduire les activités du bureau régional. Donc une société a été sélectionnée à partir d'une procédure d'appel d'offres qui s'appelle Crédit Info Volo et qui a choisi la Côte d'Ivoire pour abriter son siège. La mise en place du BIC aura un double avantage selon les professionnels du secteur. Il s'agit de l'amélioration du climat des affaires et de l'accroissement du niveau de financement de l'économie. L'impact, c'est qu'on pense que, le crédit devra être moins cher pour la clientèle et le volume du crédit distribué sera plus important, donc à la clé, un peu plus de développement pour l'économie. Outre le bureau d'information sur les crédits, la deuxième réunion entre la BCAO et l'APBF s'est penchée sur la centrale des incidents de paiement, la monnaie électronique, la fiscalité des bons et obligations émis par les trésors. Hier, 29 juin, le Conseil de sécurité a voté le renouvellement du mandat de la MINUSMA et pour une meilleure compréhension de ses missions et pour bénéficier du soutien du Parlement des députés dans l'accomplissement de son mandat qui vient d'être renouvelé, la MINUSMA a tenu aujourd'hui une journée d'échange avec les députés. L'initiative a été saluée par les uns et les autres qui en sont sortis avec assez d'enseignements. En tout cas, les députés s'en sont donnés à cœur ouvert. Aïssata Ibrahim Maïga était présente à l'hémicycle. L'exercice a tout d'une interpellation. Vous entendez assurer l'autorité de l'État? Comment vous pouvez le faire sans assurer la protection des représentants de l'État? Le cas le plus récent, c'est l'assassinat
du chef de peloton de Goundam, qui s'est passé à Goundam aux yeux et au nez de la MINUSMA. La MINUSMA est là pour le Nord, et aussi on est en train de vivre ces derniers temps des problèmes. Est-ce que c'est seulement le Nord et le Centre? Est-ce que aussi la MINUSMA demain va accompagner le Mali pour gérer cette crise gestante au Sud? Pourtant, il est initié par la MINUSMA. C'est une journée d'échange pour expliquer le mandat de la MINUSMA aux représentants nationaux, et cela quelques heures après son renouvellement par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un échange qui vient un peu tard, mais comme on le dit chez nous, mieux vaut tard que jamais. Le langage diplomatique n'a pas été de rigueur. On a dit ce qu'on avait sur le cœur. Interactifs, les échanges l'ont été, et le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies s'en réjouit. Je dois avouer qu'ils n'ont pas été très tendres vis-à-vis de nous. Bon, je partage je ne dirais pas la totalité, mais une grande majorité de leur lecture de la situation. Ce mandat, nous le savons, vise à permettre au Mali de recouvrer son intégrité territoriale, mais aussi d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour une meilleure coordination des actions et une compréhension effective des populations locales des missions de la MINUSMA, les députés ont demandé leur implication. Il est bon que nous puissions savoir de quoi il s'agit exactement de temps en temps pour pouvoir faire le feedback et faire comprendre aux populations à la base quels sont les objectifs et les missions principales de la MINUSMA. Nous avons trouvé dans cet échange des éléments de réconfort d'abord. Réconfort pour l'appréciation, ce qui est fait et ce que nous faisons, mais également un élément d'interrogation, c'est-à-dire est-ce que nous faisons bien, comment nous faisons ce que nous avons à faire et surtout comment nous le faisons savoir. Et cela est important. Et nous avons donc à travers ces échanges appris beaucoup et promis en termes de correction, de perception, d'action. Cette initiative, qui constitue désormais la base d'une collaboration MINUSMA-Assemblée nationale, doit se multiplier selon le député pour permettre à chaque Malien de jouer son rôle dans le rétablissement de la paix. À l'Assemblée nationale, il y avait également une séance d'écoute entre la Commission défense et le ministre de la Sécurité. Des questions d'insécurité grandissante dans nos villes ont été évoquées. Le député élu de la commune du district, Karim Keïta, en même temps président de la Commission défense, fait le point de cette séance. Il est au micro de Aïssata Ibrahim Meiga. Je serai d'abord là pour une série d'écoutes, car la Commission va présenter, Inch'Allah, jeudi, le projet de ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali. Donc ce n'est qu'après ces écoutes-là que les députés ont commencé leur série de questions sur la situation sécuritaire. Je vous avoue que le ministre nous a rassurés. Les enquêtes sont en cours, mais déjà beaucoup d'individus ont pu être appréhendés, que ce soit ce qui s'est passé dans la région de Sikasso, à Misséni, ou que ce soit à Nara, ou que cela se soit passé encore l'autre soir ici à Bamako, même en commune 1. C'est vrai que la situation est un peu préoccupante, mais je pense que les forces de sécurité ont pris la mesure de la chose et que nous devrions connaître un aboutissement très très bientôt. Fouad Bani disait que la paix n'est pas un mot mais un comportement. Et je pense que c'est pareil pour la sécurité. Nous avons besoin de l'aide de la population. Il faut qu'elle participe aujourd'hui. Il faut que la population soit vue par les forces de sécurité comme un complément. Ne serait-ce qu'en termes de renseignement. Pour les rassurer, je dirais qu'il faut seulement qu'elles restent sereines, imperturbables. Aujourd'hui, il faut que nous restions sereins. Notre pays traverse une situation extrêmement difficile. Pour rester collé à cette question d'insécurité dans nos villes, ce communiqué du CENI de Faso Yiriwato, c'est avec stupéfaction et indignation que le comité directeur et toute la famille du CENI de Faso Yiriwato ont appris les attaques des villes de Nara et de Fakola par des groupes terroristes. En cette douloureuse circonstance, le CENI de Faso Yiriwato condamne avec la dernière énergie ces actes terroristes qui ne sauraient avoir ni explication
explication, encore moins de justification. Voilà, on me signale que le reportage de Nyanya Aliou Traoré est bien en place. Il s'agit de la célébration de la journée de l'enfant africain où le président de la République a mis un accent particulier sur l'éducation en invitant les enfants à plus d'abnégation pour être de bons relais dans le développement du continent en général et du Mali en particulier. L'assistance de ce jour de la salle Djeliba Bassissoko du CICB plongeait dans l'une des histoires les plus éprouvantes de l'Afrique. Nous sommes un 16 juin 1976 en Afrique du Sud, précisément à Soweto. Des centaines d'enfants sud-africains ont été massacrés à Soweto, en banlieue de Johannesburg, par les balles des forces de sécurité du pouvoir de l'apartheid d'alors, parce qu'ils ont protesté contre une loi qui les obligeait à apprendre exclusivement dans la langue de l'oppresseur. La célébration du 16 juin, journée de l'enfant africain, revêt d'une importance capitale. Elle est non seulement un devoir de rappel, mais aussi un devoir de récite. Car selon le président de la République, ce racisme inqualifiable est le témoignage de ce que peut être la barbarie des hommes. Ibrahim Boubacar Keïta d'interpeller les enfants sur l'importance de l'éducation. Selon lui, il représente le futur. Des enfants fiers de leur histoire, debout ensemble, mieux encore, des enfants décomplexés. Je souhaite une jeunesse malienne décomplexée pour toujours. Toujours. Mes enfants, vous êtes héritiers d'un pays, vous êtes héritiers d'un peuple, d'un grand peuple, J'aime bien le dire et le répéter, qui fut quand beaucoup n'étaient pas. Vos ancêtres ont mérité que nous soyons ici aujourd'hui en l'estime du monde. Nous avons mission et devoir régalien de faire en sorte que vous soyez fiers de votre pays, que vous soyez fiers de ceux qui dirigent votre pays, qui soient les porte-parole de ce Mali qui nous vient de loin, qui jamais, au long des siècles, n'a courbé l'échine. De ce Mali qui, fier de ses valeurs fondatrices, sera toujours debout contre vents et marées, droit dans la tempête. Nous vous souhaitons meilleur que nous. Et tous ceux que vous avez égrenés ici aujourd'hui, tous ces mots que vous avez décrits avec beaucoup de sagesse et de pertinence, croyez-le bien, sont pris en charge par le gouvernement et nous y apporterons les réponses appropriées. Le chef de l'État a aussi parlé de la paix dans notre pays. L'encre à peine séchée contre les ennemis de la paix qui sont déjà à l'œuvre. Mais les pauvres, ils n'auront pas raison du Mali. Inch'Allah. Inch'Allah. Ils peuvent essayer. Ils ont dit, elle ne sera pas cette paix. Cet accord, il est vain de le chercher. Il ne sera jamais. Il est. Votre Afrique, les enfants, est si belle et si merveilleuse que je souhaiterais qu'il vous soit donné à chacun de voyager en Afrique, de voir notre unité continentale, culturelle, anthropologique, où tout nous lie. Pour cela, il vous faut être saint. Pour cela, il vous faut un environnement de paix. Pourquoi nous ne cesserons jamais d'y œuvrer? Vous avez besoin de la paix pour étudier, pour vous former, pour être des hommes et des femmes utiles à leur pays,
Pourquoi nous n'avons pas cédé sous le sarcasme? Nous ne cesserons jamais de continuer l'œuvre de paix et de confort et de consolidation de cette paix qui est nécessaire non seulement pour vos jeunes vies, mais pour la survie, partant d'ailleurs pour la survie de la grande nation malienne, partie de la grande, très grande nation africaine. Le Mali a fait le choix de l'Afrique. Une Afrique dans un monde de coopération internationale, de respect mutuel, de considération réciproque et d'égale dignité. Nous ne concevons pas la coopération autrement. Nous avons déjà eu l'occasion de dire dans ce pays que nous ne serions jamais accueillir une coopération qui n'aurait pas souci de nous respecter. Non, de celle-là, nous ne voudrons jamais. Mais de celle à hauteur humaine, à hauteur de respiration commune, qui nous envisage en plus que frères, en un autre frère. Et cette coopération-là, telle que celle que vous incarnez, mesdames et messieurs, est la très bienvenue. Les messages du chef de l'État ont été bien suivis par l'assistance, comme il a eu lui-même plaisir à le constater. Et s'il faut retenir un autre moment poignant de cette cérémonie, c'est cette image. Que d'amour à partager. Vous pourrez suivre l'intégralité de l'intervention du président de la République à la tribune de la célébration de la journée de l'enfant africain demain après le journal de 20h45. Élection législative en commune 5 du district de Bamako, c'est la candidate du RPM, Togola Jacqueline Marie Nana, qui remporte cette élection. Donc, en commune 5 du district de Bamako, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs ce matin. Nous vous proposons d'écouter la présidente de l'institution, Madame Manassa Danyoko, des propos qui ont été recueillis par Mamourou Sidibé. Considérant que le second tour du scrutin en vue de l'élection partielle d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako a eu lieu le 21 juin 2015, que le délai de recours contre les opérations électorales expirait le 26 juin 2015 à minuit, que le délai de recours contre les résultats provisoires proclamés le 22 juin 2015 à 20h expirait le 24 juin 2015 à 20h. Considérant que la Cour constitutionnelle, dans ce délai, n'a enregistré aucun recours sur les résultats, considérant que de tout ce qui précède, le deuxième tour de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, scrutin du 21 juin 2015, a donné les résultats définitifs suivants. Nombre d'inscrits, 245 025. Nombre de votants, 24 771. Bulletins nuls, 911, suffrage exprimé valable 23 860, majorité absolue 11 931, taux de participation 10,11%. Que les candidats ont obtenu les voix ci-après. 1. Jacqueline Marie Nana, professeure de français, candidate du parti Rassemblement pour le Mali RPM, nombre de voix 12 803, pourcentage 53,66%. 2. Boubou Diallo, gestionnaire, candidat du parti Union pour la République et la démocratie URD, 11 057, pourcentage 46,34%. Nombre de voix au total 23 860, pourcentage 100%. Considérant que l'article 157 de la loi électorale ci-dessus visée, modification de la loi 2011-085 du 30 décembre 2011 dispose les députés à l'Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours dans les cercles et communes du district de Bamako. Nul n'est élu au premier tour du scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue,
Il est procédé en second tour le 21e jour qui suit la date du premier tour. Seuls peuvent y prendre part les deux candidats ou les deux listes de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. Est déclaré élu le candidat ou la liste de candidats qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. Fin de citation. Considérant que le second tour de l'élection législative partielle, au terme de l'arrêt 2015-03 CCEN du 9 juin 2015, mettait en compétition les candidats Jacqueline Marie Nana et Boubou Diallo, considérant que le nombre de suffrages exprimés valables est de 23 860, considérant que la candidate Jacqueline Marie Nana a obtenu 12 803 voix, que le candidat Boudjalo a obtenu 11 057 voix, qu'il s'ensuit que la candidate Jacqueline Marie Nana a obtenu la majorité requise pour être élue députée à l'Assemblée nationale. Par ces motifs, article 1, déclare élue députée à l'Assemblée nationale la candidate Jacqueline Marie Nana du RPM à remplacement de Oumou Singo Keita décédé. Article 2, dit que Jacqueline Marie Nana achève le mandat de Oumou Singo Keita. Article 3, ordonne la notification du président au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, chef du gouvernement, au président du Comité national d'égal accès aux médias d'État, au candidat et sa publication au journal officiel. L'Alliance des forces démocratiques pour le Mali, AFD, demande le soutien et l'accompagnement des partenaires du Mali pour l'instauration d'une paix définitive. L'Alliance des partis de la majorité, dans une déclaration, déplore les récentes attaques des localités de Misséni, Nara et Fakola. Déclaration lue ici par le porte-parole Mohamed Mokhtar Babi, des propos recueillis par Moïse Traoré. L'Alliance des forces démocratiques pour le Mali se félicite de la signature de l'accord d'Alger par tous les fils de la République. Depuis quelques jours, notre cher pays, le Mali, est confronté à des attaques successives par des bandits armés, sans foi ni scrupules, sur nos paisibles populations, notamment dans les localités de Misséni, Nara et Fakola. L'Alliance des forces démocratiques pour le Mali présente ses condoléances les plus attristées aux familles des enfants de la patrie tombés sur le champ de l'honneur et prompt rétablissement aux blessés. Nous condamnons énergiquement ces différentes attaques. Nous demandons au peuple malien tout entier, de Kaï à Kidal, de soutenir les actions du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, ainsi que celles de nos forces de défense et de sécurité. L'AFD demande aux partenaires du Mali, notamment la MINUSMA et l'opération Barkhane, de prendre toutes les responsabilités et d'aider l'armée malienne à combattre les djihadistes et les narcotrafiquants. Nous demandons au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, d'engager un dialogue constructif avec toutes les forces vives de la nation, afin qu'ensemble nous éradiquions ce fléau qui est en train de s'installer dans notre pays. Et cet autre communiqué, ce 30 juin 2015, le Rassemblement pour le Mali commémore le 14e anniversaire de sa création. Le RPM commémore cet anniversaire dans un contexte particulier qui interroge notre foi en l'avenir de notre pays, notre engagement à le servir et les valeurs morales et sociales qui ont fait sa grandeur. En effet, suite à la signature de l'accord de paix et de réconciliation nationale du 15 mai dernier, notre pays fait face aujourd'hui à des enjeux sociaux, politiques, économiques, culturels inédits qui engagent l'avenir de la nation. Ces défis doivent stimuler notre énergie, notre volonté commune et notre capacité de riposte aux difficultés. Le message que le Rassemblement pour le Mali RPM voudrait partager en cette circonstance avec toute la population malienne est un message d'espoir, un message de foi et une volonté d'agir ensemble dans la durée. C'est au nom de ce noble idéal que le Bureau politique national du RPM invite chacun et tous les citoyens à trouver la force et le courage politique indispensable pour l'application de cet accord qui offre à notre pays un cadre inclusif et dynamique de concertation pour faire face aux multiples défis
de notre développement. Pour son soutien à cet accord, les forces vives de la nation doivent faire entendre aujourd'hui une parole unifiée, celle de la préservation de l'unité fondamentale de notre peuple en inscrivant leur action dans la justice et dans un climat de dialogue et de confiance retrouvé. Le consortium Agir, Guamina et APVEM vient d'offrir à 265 producteurs du cercle de Yanfolila des équipements agricoles et autres matériels. Le geste s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à l'agriculture durable et de résilience contre les changements climatiques. Ces équipements sont le fruit d'un partenariat entre le Fonds Climat et le consortium ONG Agir, Guamina et APVEM. La cérémonie de remise était présidée par la présidente de l'ONG Agir, Madame Keita Aminata Meiga, épouse du président de la République. Le récit de nos envoyés spéciaux à Yanfolila, Ramata Konaté et Seydou Sissoko. C'est un appui conséquent dont viennent de bénéficier 265 producteurs du cercle de Yanfolila, région de Sikasso. Après leur formation en restauration des terres et compostage, ces paysans viennent de recevoir des animaux d'attelage et des équipements agricoles. Composés de charrettes, brouettes, pelles, pics et accessoires, ces matériels sont destinés aux producteurs de 3 communes du cercle de Yanfolila, à savoir Wassolo Balé, Djalonfoula, Seremoussani Samou. Les bénéficiaires, par la voix de leurs représentants, ont salué ce geste. C'est la première fois que nous recevions un tel appui. Je demande aux bénéficiaires de faire bon usage de ces équipements. Afin que d'autres puissent en bénéficier. Je vous rappelle ici que le kit d'équipement et matériel est composé de 265 charrettes et attelages, 265 ânes, 265 brouettes, 265 pelles, 265 pics et 265 râteaux. Cette cérémonie de remise d'équipement et de petits matériels à 265 paysans vient couronner le renforcement de capacité des 10 paysans après la formation pour la restauration de 450 hectares de terres dégradées. C'est donc parti pour l'augmentation de la production agricole et du rendement des terres. Ces équipements sont le fruit d'un partenariat entre le consortium ONG Agir, Guamina et APVN et le Fonds Climat. Un fonds alimenté par la Suède et la Norvège et géré par le PNUD à travers le programme d'appui à l'agriculture durable et de résilience contre les changements climatiques. La cérémonie d'aujourd'hui consacre le démarrage effectif du projet d'accompagnement des communautés à la base, principalement les producteurs agricoles, les éleveurs, les pisciculteurs, les aviculteurs, les apiculteurs et les femmes maraîchères. À la faveur de formations ciblées, les paysans se trouvent à présent outillés pour mettre en application les modules enseignés. L'occasion me paraît ici opportune pour vous dire, Mme Keita Aminata, tout le bonheur, toute la fierté que nous avons ressentie face aux élèves, au bonheur fabuleux, à la considération due à sa sagesse et à son abnégation dont elle a fait preuve. Ces équipements devront permettre aux 265 bénéficiaires de lier la théorie à la pratique. Ils sont désormais munis d'outils nécessaires à la restauration des terres et à la protection de l'environnement. Restons à Yanfolila après la remise d'équipements agricoles aux producteurs. L'épouse du président de la République et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités du cercle de Yanfolila. Signe de respect à l'endroit de ses chefs traditionnels et coutumiers, cette visite de Mme Keita Aminata Meiga a été vivement appréciée. Occasion aussi pour les visiteurs de rendre hommage à ces notabilités pour le rôle qu'elles jouent dans la stabilité du cercle de Yanfolila.
Chose promise, chose due, nous sommes à mesure de vous proposer le reportage, le récit de nos envoyés spéciaux à Abidjan, Sira Bachili et Tchidji Kamara qui ont suivi la cérémonie de lancement du groupe des leaders ouest-africains. Sa création, c'était aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il a été lancé par le Premier ministre ivoirien en présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, Modibo Keïta, était présent. Le récit de nos envoyés spéciaux. Les leaders africains de l'énergie à la recherche de solutions aux différents problèmes dont souffre ce secteur. Ces experts se sont donc donné rendez-vous ici à Abidjan pour faire front commun afin de rendre accessible l'énergie à tous les Africains. Déjà, ils sont 625 millions d'habitants de l'Afrique subsaharienne à ne pas avoir accès à l'électricité et si rien n'est fait, l'Afrique verra 330 autres millions sans électricité à l'horizon 2030. Il y a donc urgence de coordonner les actions. Le groupe des leaders africains de l'énergie ainsi lancé va s'atteler dans un contexte plus large à mettre en commun leurs compétences et développer une vision nouvelle. L'intégration sera un facteur essentiel à ce niveau. Le taux d'électrification global de l'Afrique était de 42% en 2014. On note également 15% de la population mondiale vit sur le sol africain et consomme seulement 3% de l'électricité produite dans le monde, ce qui est un frein bien sûr majeur au développement économique du continent. Les besoins sont donc pressants en matière d'investissement. Il nous faut donc accélérer la cadence en ce qui concerne la mise en œuvre des grands projets structurants, notamment au niveau communautaire. Ce sont donc des plaidoyers pour l'investissement du secteur privé à long terme que le groupe va adresser aux politiques pour leur implication dans le système. Le Premier ministre Modibo Keïta et 3 autres de ses homologues ont été invités pour la circonstance. Le président ivoirien Alassane Ouattara a lui-même assisté au lancement pour témoigner de l'importance de ce groupe pour l'Afrique tout entière. De l'avis commun, il ressort qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Le contenu de cette initiative est conforme à notre politique nationale énergétique qui est aussi basée sur une transition vers les énergies renouvelables et qui est basée sur la recherche de solutions régionales pour résoudre le déficit énergétique de notre continent. Et nous avons senti que l'ensemble des pays présents avaient le même problème et les solutions sont aussi identiques. Donc je pense que cette initiative sera complémentaire à l'initiative des organisations régionales et sous-régionales comme l'OMVS pour trouver rapidement des solutions aux problèmes de l'énergie. C'est donc un partenariat solide et efficace qui est sollicité entre le secteur privé et le secteur public. Pour un accès fiable et abordable des services énergétiques, les efforts seront donc consentis par le réseau pour la création de groupes énergétiques régionaux. L'autre axe est l'amélioration des infrastructures énergétiques à l'échelle régionale. La rencontre a enregistré en plus des premiers ministres l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, et John Kufuor du Ghana, ainsi que la star américaine d'origine sénégalaise Akon. C'est donc ici au Sofitel Hôtel Ivoire que s'est déroulé le lancement du groupe des leaders africains du secteur énergétique. Ces experts en sont donc sortis avec 2 leçons majeures au secteur privé d'investir encore plus et au public maintenant de procéder à la régulation. Sira Bachili depuis Abidjan. Ici à Bamako, le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Maître Mohamed Ali Bachili, est élu sur le terrain ce matin. Objectif, c'était de constater l'occupation illicite des 4 hectares de l'agence de cession immobilière de Souleymane Bougou par des particuliers. Le ministre s'est rendu compte également que même le lit du Marigot a été morcelé et vendu. Daouda Sidiki Diarra était de la visite. L'agence de cession immobilière de Souleymane Bougou couvre une superficie de 69 hectares. Et l'État a donné mandat à cette agence pour qu'elle aménage ce site. Mais aujourd'hui, certaines de ces parcelles sont illégalement occupées par des particuliers. D'autres ont même construit dans les lits du Marigot, Farakoba, qui sépare la commune 1 du cercle de Kati. Nous avons laissé une voie
pour dégager l'emprise du marigot. Il se trouve qu'il y a des autorités qui ont morcelé non seulement l'emprise du marigot, ils sont rentrés carrément sur le site de l'ACI alors que nous avons matérialisé notre site par rapport à l'emprise par une voie. Informé de cet état de fait, le ministre est venu sur le terrain pour voir et comprendre les problèmes. Au pas de charge, il a visité les parcelles qui seraient illégalement occupées. Quand j'ai demandé la situation de ce terrain et qu'on fasse les affectations à l'État pour ses besoins, mes services techniques m'ont dit, monsieur le ministre, tout le terrain est occupé. Je dis, comment il est occupé? Qui a donné ce terrain? C'est vous? Ils m'ont dit non. C'est qui? Ils m'ont dit, ça doit être entre les maires, les préfets des zones environnantes. Eux sont au courant. Et il y a même une lettre du ministre de l'administration territoriale leur demandant non seulement d'annuler leurs lettres, mais de veiller à ce que les constructions soient cassées. Au contraire, on assiste à l'occupation des domaines de l'État sans documents fiables. Souvent, les autorités donnent des terrains sachant qu'ils n'ont pas le droit de le donner. Et après, ils interviennent pour annuler, souvent dans des délais où leur annulation devant les tribunaux est annulée. Donc on va dire la lettre d'annulation a été prise hors délai, donc elle ne peut pas annuler l'autre. La personne bénéficiaire de leur première lettre garde le terrain. Le chef du département des domaines a mis les élus locaux et l'administration devant leurs responsabilités. Je ne peux pas comprendre que ces terrains dont le ministre a dit qu'il fallait dégager toutes les constructions, qu'il fallait même démolir en cas de nécessité, ce terrain est là, sous les yeux. Il continue de commettre l'infraction. Des mesures ont été prises pour mettre fin aux occupations anarchiques des biens de l'État. On cessera de construire un terrain qui ne vous appartient pas et qui vous a été remis illégalement. Au besoin, nous poursuivrons au pénal et les propriétaires et les autorités qui leur ont donné ce terrain à notre insu. Le ministre conclura que l'État doit retrouver son sens et sa vocation et qu'il y aura une justice sociale pour tout le monde. Le nouvel ambassadeur des États-Unis au Mali vient de séjourner dans la cité des 333 à Tombouctou. L'ambassadeur a eu une séance de travail avec le gouverneur de région et les échanges ont porté sur des projets de développement initiés par les États-Unis à Tombouctou, le retour des réfugiés, la sécurité et des actions de développement. Il a également rencontré les populations pour recueillir leurs préoccupations afin d'y apporter des solutions. L'ambassadeur au micro de Adama Djimde depuis Tombouctou. Nous sommes ici à Tombouctou et je suis très content d'être ici. Je voudrais vraiment être ici pour parler avec la population, pour comprendre quels sont les problèmes et pour assurer la population que nous sommes ici comme partenaires avec le gouvernement et des autres comme partenaires. Nous sommes ici pour aider. Nous avons des programmes de sécurité alimentaire. Nous avons un programme ici avec USAID pour reconstruire le lycée. Le gouverneur, dans son entretien, a parlé des préoccupations des populations de la région, les réfugiés en passant par le redéploiement de l'administration, l'assistance des populations à travers les activités génératrices de revenus. Quelle est votre réaction? Bon, nous sommes ici pour faire ce que nous pouvons avec ces problèmes. Je sais que c'est difficile. J'espère qu'un jour les réfugiés vont vraiment rentrer ici dans la région, mais je ne sais pas. Ça va prendre un peu de temps, j'imagine. C'est une grande chose qu'ils ont déjà signé l'accord. Nous sommes très heureux de cette action, mais ça va prendre un peu de temps pour avoir la sécurité ici. Oui, par rapport à tout cela, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes d'accompagnement des États-Unis? Bon, pour l'avenir, nous avons plusieurs projets que nous voulons faire ici. Nous voulons continuer avec notre projet ici au Mali. Nous sommes des grands partenaires avec Mali.
Je vous le disais aussi dans les titres, le secteur menuiserie reprend de plus belle sa place dans la cité des Askia. Les artisans menuisiers et ébénistes sont très visibles et proposent aujourd'hui des produits de très bonne qualité. Notre équipe de Gao est passée les voir. La menuiserie est pour ce beau monde qui l'exerce à Gao un art. Oui, un art à travers lequel on façonne des bois selon l'inspiration. C'est pourquoi dans les ateliers de menuiserie bois de la cité des Askia, on trouve plein de choses. Des tables-bancs, des fauteuils, des armoires, des bibliothèques, des lits et j'en passe. Ce métier est en plein essor. Nous faisons beaucoup de choses dans cette formation aussi. Nous formons des jeunes en menuiserie bois et aussi nous confectionnons des meubles pour toute la ville de Gao. C'est un métier qui me passionne depuis l'enfance. J'ai aimé il y a longtemps. Comme c'est le métier, souvent on en a, souvent on n'en a pas. Ces belles réalisations font que la ville de Gao n'a rien à envier à d'autres villes, même si le bois est importé. Pour bien embellir sa maison, par exemple, point besoin d'importer des meubles. On travaille d'abord pour l'État. La plupart des travaux en menuiserie bois, les mobiliers scolaires, on les fait pour l'État. Des ONG locaux qui sont ici aussi. Quand nous venons, presque tous les meubles étaient presque gâtés. On a commandé les meubles ici à Gao. Et puis vraiment, ça a été une satisfaction ici. On a eu besoin de menuisiers. Quand nous les avons fait appel, ils sont venus. Et je suis vraiment satisfait de ce travail-là. L'animation de ce sous-secteur a permis de créer autour de lui d'autres emplois comme le commerce et le transport de meubles, au grand bénéfice de la relance des activités socio-économiques dans le nord du Mali. Vu qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant ici à Gao qui ont ouvert leurs portes actuellement, je me suis lancé dans la chose. Parce que en réalité, c'est eux qui ont l'habitude de payer des bois, sauf si je mens, sinon en réalité c'est rentable. À la question de savoir si la menuiserie bois qui vient de traverser une grande crise, à l'instar des autres corps de métier, peut nourrir son homme, les acteurs répondent. Bien sûr, ce métier nourrit bien son nom. Depuis qu'on a commencé à nos jours, on a toujours eu des satisfactions. On arrive à s'en sortir, on gagne vraiment. On arrive à joindre les deux bouts. L'une des difficultés majeures des chefs d'atelier de menuiserie était la fourniture en bois et en matériel de travail. Cette situation a été prise en compte par des opérateurs économiques, donnant du coup un tonus à ce sous-secteur. On a commencé à vendre les bois parce qu'il y a les menuisiers à Gao qui travaillent avec les bois, avec les entrepreneurs aussi. Pour la formation des acteurs de la menuiserie, l'État malien s'est beaucoup investi. L'une des missions de l'APEJ est de contribuer au développement économique et social en concourant à la création d'emplois pour les jeunes, hommes et femmes, en milieu rural ou urbain, notamment en facilitant leur accès au marché du travail et au crédit. Dans ce contexte, les métiers de la menuiserie bois occupent une place de choix très importante. L'appui du FAFPA reste le même, que ce soit la mécanique auto, que ce soit la menuiserie bois. Le FAFPA a contribué à la création de ces centres de formation professionnelle à Gao. La propulsion de la menuiserie bois à Gao est ainsi annonciateur de la relance des corps de métier dont les acteurs ont tout perdu dans la crise. Équipe ORTM Gao conduite par Boubacar Bablé Touré. La journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique a été célébrée aujourd'hui. Plusieurs activités étaient inscrites à cette journée. La maladie à virus Ebola était au centre des échanges. Des exposés sur la maladie ont été donnés par des spécialistes de la maladie. Boubacar Sissoko était présent à l'INRSP. La science est à la base du progrès, dit-on. Cette journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique aura permis d'engranger plusieurs résultats depuis son institution en 1987. Au fil des années, les chercheurs maliens se sont montrés efficaces dans le cadre du contrôle des maladies, notamment la maladie à virus Ebola. D'ailleurs, Ebola s'invite au cœur de cette journée scientifique. L'objectif de ces journées, comme vous le savez, est de mobiliser la communauté scientifique pour assurer un développement endogène de chaque pays africain, à la maîtrise de la science et de la technologie et à leurs applications pratiques dans les divers domaines de préoccupation des populations. Plusieurs autres thèmes ont été abordés par les chercheurs durant cette journée.
L'expérience du Mali dans le suivi des sujets contacts de la maladie à virus Ebola figure en bonne place. Cette expérience doit faire cas d'école pour endiguer les maladies émergentes comme Ebola dans nos pays. Avec l'expérience que nous avons eue, je pense que les autres pays doivent s'inspirer de notre expérience pour pouvoir en finir avec cette maladie. Ces résultats appréciables ne sont pas atteints sans difficulté. On a mis des cordons au niveau des frontières. Les gens sont là-bas, ils n'ont pas de salaire pendant longtemps. Je pense qu'il faut motiver les gens, même ceux qui sont dans la ville. Nous nous déplaçons. Moi, je vais chaque matin. Je suis à Sangarebougou, Marseille. Je sais, Dieu sait combien je mets dans le taxi pour y arriver. D'autres exposés ont été également faits pendant la journée scientifique. Il s'agit du rôle du laboratoire CEREFO dans la riposte contre la maladie à virus Ebola, des perspectives de contribution de la médecine traditionnelle dans la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola, entre autres. Le comité de suivi du contrat plan 2014-2018 de l'Office du Niger tient depuis ce matin sa deuxième réunion de suivi. Cette année, un accent particulier est mis sur la production et de la productivité à travers l'augmentation des superficies en système de riziculture intensif. Reportage Moussa Fani. Plus de 800 000 tonnes de riz paddy, 47 000 tonnes de pommes de terre, telles sont entre autres productions attendues pour cette campagne agricole en zone office du Niger. L'information a été donnée à la faveur de la deuxième réunion du comité de suivi du contrat plan 2014-2018. Déjà, certains résultats encourageants ont été enregistrés au premier semestre 2015. La finalisation de l'aménagement communautaire et la mise en valeur de 2200 hectares sur financement de la Banque mondiale à Sabalbougou. La contractualisation de l'aménagement de 390 hectares à Ziranikoro sur financement du budget de l'État pour un montant de 1 123 650 000 francs CFA. L'opérationnalisation des centres ruraux de prestation de services agricoles. La poursuite de l'élevage intensif de poissons à partir du programme d'installation de 200 cages flottantes pour 1000 emplois créés. Cette rencontre se tient à un moment où l'Office est sur une dynamique de croissance de la production et de la productivité. C'est là à travers l'augmentation des superficies en système de riziculture intensif. Les défis pour cette zone sont immenses. Nous pouvons cependant témoigner d'un certain nombre d'acquis, à savoir l'établissement et l'actualisation des attributions des terres, la dynamisation du cadre de concertation avec les partenaires techniques et financiers sur le suivi des projets et le financement des investissements, la poursuite des aménagements communautaires à l'attention des exploitants agricoles familiales. Le contrat plan 2014-2018 de l'Office du Niger devra contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté au Mali. 1 627 millions de francs CFA, c'est le coût prévisionnel d'exécution des activités inscrites dans le cadre du projet formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat de jeunes ruraux au titre de l'année 2015. Les administrateurs se sont réunis pour la première fois. Ils ont fait l'état des lieux, validé le programme d'activité et le budget au titre de l'exercice 2014-2015. Compte rendu à Gali Aguissa. Cette première session du comité de pilotage fait les points des jalons posés dans le cadre de l'exécution du projet FIER. Entendez par là le projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux. Les administrateurs examinent le programme d'activité et le budget annuel 2014-2015. Nous sommes déjà pour l'installation de l'équipe à 100%. On a déjà commencé les premières études dont les rapports sont tombés. Il ne reste plus que 2 études de base pour qu'on puisse commencer la sélection des jeunes. Et il est prévu pour le dernier trimestre de l'année le recrutement des premiers jeunes qui rentrent en formation. La validation du projet de procédure administrative, financière et comptable ainsi que celui d'exécution du projet sont également à l'ordre du jour des travaux. En 2015, il y a à peu près 1300-1400 jeunes qui vont entrer soit en formation ou en activité d'insertion. La réalisation de ces activités au titre de l'année 2014-2015 devra coûter 1 627 millions de francs CFA. Ce nouveau projet se particularise par le respect de l'équité du genre. Le projet FIER se distingue de beaucoup d'autres projets en raison des indicateurs ciblés relatifs aux filles et aux femmes qui représenteront
50% des 20 000 jeunes formés au niveau des maisons familiales rurales, 60% des 30 000 jeunes alphabétisés, 30% des 80 conseillers en entreprise qualifiés, 50% des 51 000 jeunes porteurs d'initiatives formés par unité mobile et dans les centres de formation professionnelle. Les travaux auxquels prennent part les administrateurs des régions de Kouloukourou et Sikasso couvertes par le projet durent 2 jours. Des réflexions et démarches sont menées pour étendre le projet à 2 autres régions plutôt que prévu, a laissé entendre le ministre Mohamed Babi. La principauté de Monaco au Mali remet des matériels de bureau, des motos entre autres au centre de détention de Bolé, centre pour femmes et mineurs. La cérémonie marque le lancement des activités du projet de soutien aux initiatives visant l'amélioration des conditions de détenus et projet qui s'étale sur une durée de 3 ans. Aïssata Saliou Maïga. Des matériels de bureau, des lots de médicaments et des matelas, tels sont entre autres appuis de la principauté de Monaco au centre de Bolé. Cette remise s'inscrit dans le cadre du lancement des activités du projet de soutien aux initiatives visant l'amélioration et l'humanisation des conditions des détenus. Le projet prévoit de mener une réflexion stratégique sur la problématique de la réinsertion post-carcérale à partir des données disponibles dans les 2 centres qui nous intéressent aujourd'hui. Ces données seront analysées de manière à définir un profil dit d'enfants récidivistes ou de délinquants occasionnels. Nous apprécions à sa juste valeur le geste, mais nous apprécions au-delà du geste l'appui multiforme que vous apportez à notre pays dans différents secteurs. Ce projet qui s'étale sur 3 ans se focalisera sur plusieurs activités, à savoir la formation des agents, l'assistance judiciaire et la prise en charge sanitaire des détenus. Votre appui s'inscrit au centre de nos activités diverses de réinsertion sociale et cerne parfaitement nos difficultés qui sont d'infrastructures, de ressources humaines et des conditions de détention des femmes et des mineurs et de travail du personnel. À noter que l'une des missions des centres de Bolé est d'aider les femmes incarcérées et mineures à reprendre leur place dans la société à travers l'apprentissage et la formation professionnelle. Sport basket Mali-Guinée, le Mali s'est qualifié pour les Jeux africains de Brazzaville 2015 en battant la Guinée-Conakry par un score de 14-20. C'était le match retour. C'était hier donc au Palais des Sports. Reportage à Soumaré. Pas de surprise, les Aigles basketteuses ont validé leur ticket pour les Jeux africains de Brazza 2015. Une formalité pour Nasra Traoré et ses partenaires de confirmer leur suprématie sur cette équipe de la Guinée-Conakry, très volontaire. Dès l'entame du match, les visiteuses adoptent une zone stricte qui cause beaucoup de problèmes aux nôtres. Malgré tout, les Aigles dames vont sortir le jeu avec la manière. 32-4 au temps initial et 43 à la mi-temps. De retour sur le plancher, le Sili Dame de la Guinée sera mené au 3e quart-temps, 15-64. C'est vers les dernières minutes de jeu que les protégés de Hervé Coudray se retrouvent pour secouer l'adversaire. Au top final, Guinée 21, Mali 94. J'ai une satisfaction particulière, oui, parce que j'ai d'abord eu un groupe qui a été à l'écoute et qui a cherché à être appliqué, et parfois peut-être un petit peu trop. Je pense au 2e quart-temps qui a été un peu moins bon. C'est pas parce que on jouait mal, c'est aussi parce qu'on voulait trop bien faire et trop s'appliquer dans le collectif, et il fallait se lâcher un petit peu, ce qu'on a été capable de faire dans le 3e et 4e quart-temps. À l'intérieur de l'équipe, on s'était fixé un objectif de défense sur ce 2e match et on a encaissé un peu moins de points. Double victoire donc des Aigles dames qui se qualifient ainsi pour les Jeux africains Brazza 2015. Au-delà de cette qualification, ces 2 matchs ont servi de préparation pour l'équipe de Hervé Coudray.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Amadou Sankaré. Pour ceux qui n'habitent pas Bamako, Bamako a été très fortement arrosé. Beaucoup de pluie cette nuit sur Bamako. Excellente nuit à nos téléspectateurs de Yanfolina et Kolondjeba.